Bonjour, chers amis qui nous suivez sur Mosaïque depuis la création de cette chaîne il y a bientôt un an. Nous vous proposons des analyses, des points de vue sur l'événement 7 octobre et sur la période qu'il a ouverte. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos encouragements aussi qui sont très nombreux. Un an après, donc, pour prolonger, pour ressaisir cette réflexion, nous mettons en ligne, en plus de nos vidéos habituelles, une série de vidéos qui vont vous permettre de ressaisir les contenus de nos entretiens de manière analytique à partir des grands thèmes qui se sont dégagés à partir de nos rencontres. Vous nous direz bien sûr ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo, si vous le voulez bien. Et puis, vous nous direz aussi si vous avez d'autres idées, parce que nous continuons de penser que seule la réflexion collective nous permettra de vraiment saisir ce qui nous arrive depuis cette date du 7 octobre. Des vidéos qui sont réalisées par un ami de la première heure de Mosaïque, Yitzhak Attia, qui est historien, qui est aussi sémiologue, afin de décrypter les termes, les concepts qui sont utilisés pour parler du 7 octobre. Et voici donc cette première vidéo de cette série consacrée au concept de pogrom génocidaire qui a souvent été utilisé par nos invités, par nos intervenants. Yitzhak Attia, c'est à vous. Le pogrom génocidaire est un concept, c'est-à-dire une notion qui possède une définition complexe et dynamique résultant d'une diversité d'approches. C'est cette caractéristique qui en fait de la matière à penser. À la différence du slogan figé, monolithique, qui non seulement ne donne pas matière à penser, mais surtout neutralise, court-circuite la pensée pour passer directement de la parole à l'acte, du mot d'ordre à l'action, du jugement à la sentence, de la surdité à la violence. C'est pourquoi dans un monde qui semble de plus en plus insensé, il nous faut retrouver la signification des concepts du langage qui seront capables de nous donner matière à penser. À partir des interviews réalisées dans le cadre du projet Mosaïque, nous avons relevé un certain nombre de concepts, dont celui de pogrom génocidaire. Nous vous proposons dans cette vidéo 10 approches différentes de ce concept, 10 points de vue sur cette question. L'acte perpétré est un pogrom à but, à vocation génocidaire. Je me méfie toujours des comparaisons, mais tous les témoignages, toute la réalité de ces massacres atteste une volonté de mettre en œuvre, au fond, ce qui est le fondement de leur doctrine, c'est-à-dire l'élimination des Juifs d'Israël, de cette terre et de la surface du monde en général. Il faut bien comprendre que ce qui a eu lieu le 7 octobre est un génocide. Ça a été le pire massacre du peuple juif depuis la Shoah. Et cela constitue un choc psychologique énorme pour les Israéliens, puisqu'il faut bien comprendre que si le Hamas avait pu le faire, il aurait commis un meurtre beaucoup plus étendu et tué beaucoup plus d'Israéliens. Il y a là un crime de génocide dans la mesure où c'est l'intention de tuer le maximum de personnes du fait de leur appartenance ethnique et religieuse. C'est une particularité de ce massacre du 7 octobre, les viols massifs. Les viols massifs et les... Alors, je crois que ce qui est particulier au 7 octobre, c'est le principe de la volonté de briser la frontière. Alors, je vais m'expliquer. Il y a la frontière entre Gaza et Israël. Une autre frontière, c'est la frontière de la maison, puisqu'ils ont pénétré les maisons, ils ont pénétré les pièces de Mamad, donc ils sont rentrés dans le foyer, dans la maison, pour massacrer des civils. Et la troisième frontière, c'est la frontière corporelle. D'accord ? C'est la volonté de briser la frontière de l'être.
Parce que l'atteinte la plus grave et qui explique le retentissement de cet événement, c'est justement ça. C'est que le traitement des corps, par exemple, des corps des victimes, les supplices qu'elles ont subis, les inhumanités qui ont été commises et qui font que on ne peut pas les contempler sans hurler, comme ça s'est passé lors de la séance de la Knesset avec la projection du film sur les atrocités commises. Donc la jouissance, là, elle a cette particularité qu'elle est la mise en acte de ce que les psychanalystes appellent la pulsion de mort, la pure pulsion de mort, complètement dissociée, désintriquée de la pulsion de vie. C'est-à-dire, en fait, chacun d'entre nous est pris constamment dans une espèce d'intrication de la pulsion de vie et de la pulsion de mort. Et là, on a affaire à un déchaînement, à tous les sens du mot de déchaînement, c'est-à-dire on enlève les chaînes qui unissent la pulsion de vie et la pulsion de mort, et on n'a plus affaire que à la pure jouissance toxique de la pulsion de mort. Mais ce qui est surprenant, c'est que cette attaque à la fois sauvage a été également programmée. En effet, les terroristes du Hamas qui sont rentrés dans les villages, dans les kibbutzim, avaient des listes très précises des différentes maisons, des habitants, comment s'introduire. C'est-à-dire que, en fait, c'est une sauvagerie programmée. Symboliquement, ça atteint les racines mêmes de l'humanité des Juifs. C'est-à-dire, encore une fois, on veut nous exterminer et nous éradiquer et nous enlever de la surface de la Terre. C'est pas la même chose qu'une guerre sur des territoires avec des pays qui ne nous acceptent pas. Ça, c'est encore de l'ordre du concevable et du connu pour les Israéliens, malheureusement. Les générations, comme le disent les parents, les grands-parents et les petits-enfants maintenant qui sont à l'armée, ça, ils le connaissent. Ils l'admettent, ils savent que c'est un prix à payer pour une indépendance juive et israélienne. Mais l'attaque génocidaire, simplement, elle n'a pas réussi, mais enfin, elle a quand même fait beaucoup de victimes. Israël n'était pas prêt à ça. Israël n'est pas prêt à se penser, encore une fois, comme un but génocidaire. Que la conscience nationale israélienne est habitée par le spectre de l'extermination. Mais pourquoi? Pas forcément uniquement par la Shoah. Elle est habitée par le spectre de l'extermination parce que toute la rhétorique arabe, depuis les années 1920, il y a un siècle, est une rhétorique exterminatrice qui ne laisse aucune place aux politiques, et le Hamas en est tout à fait l'héritier, pour penser que du Jourdain, du fleuve à la mer, il n'y a pas d'autre légitimité qu'une légitimité arabe et musulmane. Dans ces conditions-là, ça signifie que l'État d'Israël est condamné à mort. Je conseille aux auditeurs de relire le récit d'Albert Londres. Le Juif errant est arrivé, et quand il parle des massacres de Tzfat et de Hébron, tout est dit, tout est décrit, la même férocité, les mêmes horreurs. Quand vous avez en face un adversaire dont l'idéal c'est de vous tuer, et de vous tuer massivement, c'est-à-dire de vous effacer. C'est un idéal qui peut ne pas avoir les moyens de réaliser, mais c'est un idéal qui est inscrit. Moi, je dis que, qui que vous soyez, vous essayez d'oublier ça pour vivre. Et c'est ce qu'ont fait les Israéliens. Le terme pogrom génocidaire que plusieurs intervenants ont forgé pour parler du massacre perpétré le 7 octobre 2023 dénote une difficulté de définir un événement sidérant, inattendu, en rupture d'une certaine continuité de l'actualité, même si l'actualité d'Israël a toujours été assez chaotique.
Certains ont vu dans la soudaineté et la sauvagerie du massacre un pogrom tel que les Juifs en ont subi tout au long de leur histoire. D'autres ont parlé d'un génocide en raison de la programmation et de l'intentionnalité du massacre. Or, lorsque nous effectuons une lecture verticale des mots-clés employés par Manuel Valls, Emmanuel Navon, Maria Chadré, Shmuel Trigano ou Jean-Pierre Winter, nous nous rendons compte que ce fut à la fois un pogrom d'une sauvagerie inouïe et un génocide préparé de longue date et dans les moindres détails. Le Rav Uri Cherki parle même d'un paradoxe qu'il nomme une sauvagerie programmée. En effet, une sauvagerie est un débordement violent dans le feu d'une action qui va transformer un homme civilisé en une bête sauvage. Or, le 7 octobre, les actes de sauvagerie sur les victimes et sur les corps des victimes avaient été programmés et faisaient partie des instructions données aux terroristes. Lorsque l'on dit que ce fut à la fois un pogrom et un génocide, il faut bien distinguer les deux notions, car chacune a sa propre fonction. Le pogrom agit comme un choc brutal, une sorte d'apocalypse au sens littéral, c'est-à-dire un cataclysme qui va provoquer un dévoilement, le dévoilement d'une vérité cachée. Le dévoilement parfois même d'une vérité simplement refoulée. Le génocide, quant à lui, n'est pas seulement le mode opératoire de ce massacre. C'est surtout la vérité refoulée elle-même qui refait surface. Pour être plus exact, après des années d'universalisation et de banalisation du terme génocide, c'est la spécificité du génocide des Juifs qui refait surface. Le choc du pogrom du 7 octobre, par l'accumulation des actes inhumains commis pendant des heures sur des victimes quasiment sans défense, a ramené les Israéliens à une condition de Juifs déshumanisés par des bourreaux et à une condition d'individus totalement abandonnés comme aux heures les plus sombres de l'exil. Les Israéliens se retrouvent désormais à la merci de leurs ennemis, comme l'étaient les Juifs d'exil pendant des siècles. D'autre part, l'inhumanité assumée des bourreaux, qui ont diffusé les images de ce massacre dans le monde entier, n'a pas entraîné un rejet du public, mais au contraire une adhésion du public, en totale incohérence avec les faits, mais en parfaite adéquation avec le discours de diabolisation d'Israël qui règne depuis près de 50 ans. Au final, les nations se sentent désormais libres d'appeler au génocide des Juifs d'Israël, du fleuve à la mer, puisque la sauvagerie du pogrom du 7 octobre, au lieu de diaboliser les bourreaux, a renforcé la diabolisation des victimes. Cette diabolisation des Juifs, envers et contre tout, a rappelé à Régine Van Tretter, Georges Bensoussan, Jacques Tarnero et Daniel Siboni la permanence d'une volonté de génocide des Juifs. Une permanence, une récurrence, un destin, une marque, un but, une cible qui a été refoulée dans la conscience juive et qui refait surface. Il ne s'agit pas d'un génocide occasionnel, partiel ou total, comme divers peuples anciens ou modernes en ont subi au cours de l'histoire. Il s'agit d'un génocide tellement récurrent et tellement lié à l'origine des Juifs qu'il fait presque partie de leur identité. Lorsque les Juifs ont fait leur apparition dans l'histoire en tant que peuple, ce fut suite à la tentative génocidaire des Égyptiens qui jetaient les nouveau-nés hébreux dans le Nil. Ensuite, lors des exils d'Israël dans les empires dominants de chaque période historique, en Perse, en Grèce, puis en Occident, ils ont subi à chaque fois des tentatives de génocide. À cela, il faut ajouter
les deux théologies de substitution de la chrétienté et de l'islam qui ont voulu remplacer les Juifs et les effacer de l'histoire de l'humanité pendant des siècles, afin d'effacer toute trace du peuple et du message à l'origine de ces deux monothéismes. Enfin, nous arrivons au XXe siècle, avec la condamnation à mort du monde arabe depuis la renaissance moderne d'Israël au XXe siècle. Depuis le slogan « Les Juifs à la mer des nations arabes » qui entoure Israël, jusqu'au slogan « Du fleuve à la mer des Palestiniens » qui réclament tout le territoire d'Israël, et la disparition des Juifs, toute l'histoire moderne d'Israël n'est qu'une suite ininterrompue de tentatives génocidaires des nations arabes, soutenues désormais par la quasi-totalité des nations du monde. Les tentatives génocidaires sont tellement récurrentes dans l'histoire des Juifs que le monde entier, qui doit tout au peuple juif en matière d'humanisme et de morale, se sent moralement légitime à se joindre à l'appel au meurtre des Juifs au nom de cet humanisme et de cette morale qui n'est autre que le dévoiement du message d'Israël. La nouvelle théologie mondiale de la substitution, dirigée contre les Juifs, s'appelle aujourd'hui la conscience éveillée du monde woke. Une nouvelle idolâtrie qui vient buter sur la présence gênante de la morale portée par le peuple juif. Le pogrom génocidaire du 7 octobre a donc révélé un génocide quasi ontologique, lié à l'identité même d'Israël. Mais au lieu de pousser les Juifs au désespoir, cela les conforte dans leur identité. Comment comprendre ce paradoxe d'un peuple voué à disparaître qui subsiste envers et contre tout? Comment comprendre qu'un peuple condamné à ne pas exister perdure depuis 3500 ans alors que les peuples anciens se transforment ou disparaissent, que les empires dominants s'effondrent et que les civilisations rayonnantes finissent par se consumer dans le feu de leur splendeur décadente? Comment comprendre que le génocide ontologique des Juifs, étroitement lié à leur origine et à leur histoire, et qui refait surface le 7 octobre 2023, soit plus une source d'espoir que de désespoir? Il faudrait approfondir cette analyse pour obtenir d'autres réponses ou d'autres questions. Si vous voulez accéder à une analyse plus complète de ce concept, si vous voulez comprendre le mécanisme d'analyse des concepts en général, ou si vous voulez réaliser votre propre analyse du concept, vous pouvez commander les livrets interactifs des points de vue mosaïques en écrivant par mail à bina.system@gmail.com. Je répète, bina.system@gmail.com. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.